J'ai 73 ans et au cours des 2 dernières années, j'ai généré plus de richesses qu'en 34 ans de travail en usine. Ce n'était pas de la chance. C'était une décision qu'il m'a fallu 7 décennies pour avoir le courage de prendre. On vous dit toute votre vie, économisez, tenez bon, protégez, qu'après 60 ans, le jeu est terminé, que votre rôle maintenant est de ne pas perdre ce que vous avez déjà. C'est le plus grand mensonge que le système financier ait jamais mis dans la tête d'une génération entière. Parce que la vérité que j'ai apprise à mes dépens, c'est que commencer à 71 ans est plus sûr que commencer à 30 ans. À 71 ans, vous avez déjà survécu à toutes vos peurs. Vous avez déjà payé les frais de scolarité. Ce que la plupart des gens appellent trop tard, j'ai appris à l'appeler enfin prêt. J'ai jeté une carte jaunie que je portais depuis 22 ans. J'ai écrit 2 mots sur une feuille blanche. Et j'ai tout changé. Si vous avez décidé que votre meilleur chapitre financier commence maintenant, abonnez-vous ici et laissez un commentaire. Pas pour m'aider, pour vous souvenir du jour où vous avez choisi de ne pas abandonner. Construisons ça ensemble. Je me disais que j'étais responsable. C'était le mensonge dont j'étais le plus fier. Je ne buvais pas, je ne jouais pas. J'apportais mon repas au travail chaque jour dans un sac en papier, le même sac, rincé, réutilisé jusqu'à ce qu'il tombe en morceaux. Et je me sentais bien là-dedans, je me sentais vertueux. Je me souviens, c'était en 1987. J'avais 34 ans, je me tenais dans la salle de pause à l'usine. 3 gars parlaient de Dennis. Dennis avait perdu sa maison, une saisie. Et je me souviens de ce sentiment qui m'a envahi, calme et chaud, comme entrer dans une pièce où le chauffage est déjà allumé. Ça n'arrivera jamais à moi. J'ai plié mon sac en papier et je l'ai remis dans la poche de ma veste. Le sac sentait légèrement la moutarde et le vieux papier. Le néon au-dessus de la machine à café clignotait. Le sol bourdonnait 3 salles plus loin. Les presses ne s'arrêtaient jamais. Mon café avait un goût brûlé. Je l'avais apporté de chez moi dans une thermos et je n'allais pas le gaspiller. Je n'allais pas être comme Denis. Ce sentiment, cette supériorité silencieuse, je l'ai porté pendant des décennies. J'ai construit toute mon identité autour de lui, l'homme qui ne perdait pas, l'homme qui tenait bon. Ce que je ne comprenais pas, ce que personne ne m'a jamais assis et expliqué, c'est que ne pas perdre d'argent n'est pas la même chose que gagner de l'argent. Je jouais en défense toute ma vie et je me demandais pourquoi je n'avançais pas. Aux alentours de 2003, les ressources humaines ont envoyé une note sur notre retraite complémentaire. Quelque chose à propos de rééquilibrer, des options de portefeuille. Je l'ai posé sur la table de la cuisine. Je l'ai regardé pendant peut-être 45 secondes. Puis, je l'ai mise dans la corbeille de recyclage. Trop compliqué. J'ai dit à Linda, nous allons bien, nous avons des économies. Elle a hoché la tête. J'ai cru ce que j'avais dit. Dehors, mon fils Marcus ratissait les feuilles. Ce bruit sec, ce grattement sur le béton. La cuisine sentait le pot-au-feu. Tout semblait mérité, tout semblait stable. Si je lisais cette note attentivement, je pourrais découvrir quelque chose que je ne voulais pas savoir. Mieux vaut laisser tomber. C'était ma logique, c'était ma sagesse. Puis Marcus a eu 26 ans. Il faisait des recherches sur un duplex à 3 kilomètres de là où il avait grandi, une petite maison locative. Il avait besoin de 18 000 € pour combler l'écart de son apport. Il est venu à la table de cuisine avec un dossier, des pages imprimées, un tableau, des notes manuscrites dans les marges. Il avait fait le travail. Il était préparé. Je n'ai pas ouvert le dossier. Je lui ai dit que l'immobilier était risqué. Je lui ai dit qu'il ne savait pas dans quoi il se lançait. Mon esprit était fait avant qu'il arrive. Si je disais oui et que ça échouait, je perdrais de l'argent. Si je disais non, je ne perdrais rien. Il est rentré chez lui sans l'argent. Il s'est débrouillé autrement. 3 ans plus tard, ce duplex valait 60 000 € de plus que ce qu'il avait payé. Je me suis dit que je nous avais protégés. C'est ce que je me suis dit. Mais voilà ce qu'il y a avec un mensonge dans lequel vous avez vécu assez longtemps. Il commence à ressembler au mur de la maison. Vous cessez de remarquer que c'est un mensonge. Vous l'appelez simplement chez vous. Je n'étais pas riche, je ne construisais rien. Je me tenais très immobile et j'appelais ça de la discipline. Et pendant 30 ans, personne, ni Linda, ni Marcus, ni quiconque, ne pouvait dire quoi que ce soit qui me ferait voir la différence. Jusqu'à ce que les chiffres commencent à changer. Jusqu'à ce que Linda tombe malade. Jusqu'à ce que je rentre un après-midi à la maison avec un sac de pharmacie, que je le pose sur le comptoir, que j'ouvre mon ordinateur portable et que je regarde le tableur que je tenais depuis 2006 aller dans une direction qu'il n'avait jamais prise. Pas une crise,
C'est ce que je lui ai dit. Pas une crise. Mais je me suis retrouvé seul dans la cuisine, fixant ce chiffre, et j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas anticipé. J'ai senti le sol bouger. Ce n'est pas une crise. C'est ce que je continuais à me dire. Le sac de pharmacie était blanc, une croix rouge sur le côté. Il crissait quand je le posais sur le comptoir. 340 €. Ce mois-là, rien que pour les 2 nouvelles ordonnances, Linda se reposait dans l'autre pièce. Le cardiologue avait dit du repos, alors elle se reposait. Elle n'a pas demandé le coup. Elle savait mieux que de demander. J'ai ouvert l'ordinateur portable, mis à jour le tableur que je tenais depuis 2006. Le chiffre a baissé, j'ai fermé l'ordinateur portable. C'était ma solution, fermer l'ordinateur, me dire que ce n'était pas une crise. Mais les crises ne s'annoncent pas. C'est ce que personne ne vous dit. Elles arrivent simplement en silence, mois après mois, déguisées en vie ordinaire. La consultation chez le spécialiste, l'aménagement de la maison, la barre d'appui dans la douche qui a coûté 400 € à poser. De petites choses, des choses raisonnables, des choses qu'on ne peut pas discuter. En 18 mois, j'ai regardé 40 000 € quitter ce compte. Et j'ai répondu de la seule façon que je connaissais. J'ai coupé, j'ai gelé. Le service de ménage, terminé. Maria venait 2 fois par mois depuis 4 ans. Bonne femme. J'ai appelé et annulé sans en parler à Linda d'abord. J'ai baissé le chauffage de 2 degrés. J'ai cessé de voir des amis parce que chaque dîner dehors me semblait une hémorragie. Comme rester là à regarder la blessure et choisir de ne pas la refermer. Linda ne disait rien. Pas au début, mais je le voyais. La façon dont elle me regardait quand j'hésitais avant de dire oui à quelque chose de petit. Un dîner d'anniversaire pour sa sœur, de nouvelles chaussures pour la messe. Elle regardait mon visage, sans demander, juste en regardant, et je pouvais la voir calculer la réponse avant que je la donne. C'est une honte particulière, celle qui ne fait pas de bruit. Je me disais que je nous protégeais. J'avais 190 000 € d'économie. Nous n'étions pas pauvres. Nous n'étions pas en danger. Je connaissais les chiffres. Je les vérifiais constamment, et j'avais peur. Chaque jour, sans exception. Il y avait un mardi de février, froid, 3 ou 4 degrés peut-être. Je me suis arrêté au distributeur automatique devant l'épicerie. J'avais besoin de 60 € pour la semaine. J'ai glissé ma carte, vérifié le solde d'abord. Je vérifiais toujours d'abord. Le chiffre était correct. Je savais qu'il était correct. Mes mains transpiraient. 4 degrés dehors et mes mains étaient moites. Et puis, une femme de la paroisse s'est arrêtée derrière moi. J'ai reconnu sa voiture. Je l'ai senti attendre. Je l'ai senti me regarder, cet homme adulte, figé devant une machine dans un parking, transpirant dans le froid pour 60 €. J'ai pris l'argent. Je l'ai plié. Je suis monté en voiture. J'ai dit à Linda que tout allait bien. Tout allait bien. J'avais des reçus dans mon portefeuille qui remontaient à 4 mois. Je ne sais pas pourquoi je les gardais. Je ne pouvais tout simplement pas les jeter. Des preuves, peut-être. La preuve que je surveillais, la preuve que j'étais prudent. Mais prudent de quoi? Des 60 €? De la machine? De la femme dans la voiture derrière moi? J'avais 70 ans. J'avais près de 200 000 € sur un compte. Et je me tenais dans un parking en février, transpirant, effrayé d'un reçu. Quelque chose n'allait pas chez moi. Je le savais. À ce moment-là, je le savais. Je n'étais juste pas prêt à le dire à voix haute. Pas à Linda, pas à moi-même. Alors je suis rentré à la maison, j'ai préparé le dîner, j'ai mangé en silence. Nous avons regardé les informations. Je me suis couché et je suis resté là dans le noir, fixant le plafond, faisant les calculs que je faisais toujours la nuit, ce qui entrait, ce qui sortait, ce qui restait, combien de temps ça tiendrait. Les calculs étaient corrects. Moi, je n'allais pas. J'avais passé 34 ans à construire un mur autour de mon argent et j'y vivais dedans. Et le mur n'avait pas de porte et je ne savais pas comment j'y étais entré. Et je commençais à comprendre, juste commençais, dans ce noir froid, silencieux, particulier, que je ne saurais peut-être pas comment en sortir. C'est arrivé un mardi de janvier, après le dîner. Linda a posé sa fourchette lentement, délibérément, a croisé les mains sur la table et a dit « Walter, je ne veux pas mourir à compter les centimes. Je veux savoir que ce que nous avons bâti a un sens. » Puis elle s'est levée et a fait la vaisselle. C'était tout. Pas de dispute, pas de larmes. Elle l'a dit, puis elle m'a tourné le dos et a ouvert le robinet. Je suis resté seul à cette table longtemps. Son verre avait encore 1 centimètre d'eau dedans. Le plafond était de ce même jaune qu'il a toujours eu. J'entendais le bruit de l'eau dans l'évier. Ses épaules n'étaient pas tendues. Elle n'attendait pas ma réponse. C'est ce qui m'a défait. Elle n'était plus en colère. Elle était résolue.
Et résolu, c'est pire que la colère, parce que la colère veut encore quelque chose de vous. Résolu a déjà fait la paix. Je suis allé me coucher, je n'ai pas dormi. Vers 2 heures du matin, j'ai ouvert le tiroir de la table de chevet et j'ai sorti la fiche. Vous connaissez celle-là maintenant, jaunie, pliée en 3, la liste que j'avais écrite en 2001. Chaque coupe que j'avais faite, le câble, les soirées en amoureux, les entraînements de baseball de Marcus, les vacances qu'on n'avait jamais prises, je l'ai lu dans le noir. Et pour la première fois depuis 20 ans, je n'en étais pas fier. J'avais la nausée. J'ai essayé de calculer ce qu'auraient pu valoir les autres choix. Le projet de Ron avec les box de stockage, le duplex de Marcus, la coopérative que Linda voulait rejoindre en 2014. Je n'ai pas pu, je ne saurai jamais. Et ça, ne pas savoir, c'est peut-être la pire partie de tout ça. Je n'ai pas dormi cette nuit-là, mais quelque part dans ce noir, quelque chose s'est ouvert. J'ai arrêté de me demander « et si ça échoue ?» J'ai commencé à me poser une question différente. Qu'est-ce que je protège vraiment? Pas notre avenir. Je pouvais le voir clairement maintenant, à 2 heures du matin, tenant une fiche que j'avais traitée comme une écriture sainte depuis 20 ans. Je protégeais le sentiment de sécurité, la sensation de contrôle. Et ce sentiment, ce faux, silencieux, creux sentiment, avait lentement dévoré la vraie vie que nous étions censés vivre. Le lendemain matin, je me suis levé avant Linda. J'ai emmené la fiche à la cuisine. Je ne me suis pas laissé hésiter. Je savais que si je restais là à réfléchir, je la remettrais dans le tiroir. Je l'ai jetée à la poubelle. Puis j'ai mis le café en route. Je me suis assis à table et j'ai écrit 2 mots sur une feuille blanche. Et maintenant, sans point d'interrogation, une direction. La cafetière a fait ce qu'elle fait toujours. La lumière du matin entrait par la fenêtre, fine, grise, lumière d'hiver. Le stylo a un peu sauté au premier trait. J'ai appuyé plus fort et j'ai commencé à écrire un autre type de liste. Pas ce que je pouvais couper, ce que je pouvais construire. J'ai appelé Ron ce même matin, mon voisin, l'homme à qui j'avais dit non 2 fois pour le projet de stockage. Il était surpris. Je l'ai entendu dans la pause avant qu'il dise allô. Je lui ai dit que j'étais prêt à écouter. Il est venu dans l'après-midi. J'ai posé toutes les questions auxquelles je pouvais penser, puis je les ai reposées. Puis, ma main tremblant, non pas de froid, mais de 71 ans à avoir fait le contraire, j'ai signé le chèque. 47 000 €. Ron l'a pris et l'a plié une fois et mis dans la poche de poitrine de sa veste sans regarder le montant. Comme si c'était rien, comme si c'était juste du papier. Je l'ai regardé faire ça et j'ai pensé, pour lui, c'est juste du papier. Pour moi, c'est 40 ans de chaque euro que j'ai refusé de dépenser d'un coup, tous ensemble. Mon café est resté intact. Je ne vais pas prétendre que je me sentais courageux. J'avais peur. Mais il y a un moment où la peur et l'action cessent de s'annuler mutuellement et vous bougez quand même. J'ai bougé. Et 14 mois plus tard, un mardi, aucune occasion particulière, rien de spécial, un virement est arrivé sur mon compte courant qui n'était pas un salaire, pas la retraite, pas un retrait d'épargne. C'était des revenus, de l'argent que l'argent avait gagné. Je suis allé dans le salon, j'ai tendu mon téléphone à Linda sans un mot. Elle l'a regardé, elle m'a regardé, elle n'a rien dit, elle n'avait pas à le faire. Je ne vais pas prétendre que c'est arrivé du jour au lendemain. 14 mois, ce n'est pas du jour au lendemain. Et il y a eu des matins dans cet intervalle où je me suis assis à la table de la cuisine et j'ai refait les calculs d'une manière familière. Cette vieille comptabilité anxieuse, cherchant la fuite avant que l'eau n'entre. Les vieilles habitudes ne meurent pas proprement. Elles deviennent juste plus silencieuses. Mais ensuite, le virement est arrivé, puis le suivant, puis celui d'après, chaque mois, comme une horloge, comme quelque chose sur lequel on peut compter. J'ai 73 ans. J'ai plus d'élan financier aujourd'hui qu'à 50 ans, pas parce que j'ai eu de la chance, pas parce que j'ai trouvé un secret, parce que j'ai finalement appris la différence entre garder l'argent et l'utiliser, entre tenir une main et jouer une carte. J'ai ouvert un compte épargne-études pour ma petite fille, Élise. Elle a 8 ans. Elle adore la biologie marine et la couleur orange. Il y a un dessin qu'elle a fait l'hiver dernier affiché sur le placard de la cuisine, une baleine bleue, légèrement de travers, un soleil avec un visage dans le coin. Je le regarde parfois quand je suis assis à la table où tout ça a commencé. La contribution que j'ai faite à son compte n'était pas grande selon les standards de la plupart des gens. Mais c'était de l'argent que j'avais gagné, pas trouvé,
pas déplacé, pas protégé, gagné, pour la première fois de ma vie, en laissant l'argent faire ce que l'argent est censé faire quand on lui fait suffisamment confiance pour lâcher prise. Je me suis enfoncé dans ma chaise après que cette transaction s'est validée. Linda faisait du thé, la cuisine sentait la camomille, j'entendais la cuillère contre la tasse. Rien d'extraordinaire ne se passait. Tout était exactement comme il fallait. Maintenant, si vous avez regardé jusqu'ici, je veux vous parler directement un moment. Vous n'avez probablement pas 71 ans, peut-être que si, peut-être que vous en avez 58 ou 64 ou 47 et vous reconnaissez une version de vous-même dans ce que j'ai décrit. Les reçus dans le portefeuille, la note que vous n'avez pas lue, le dossier que vous n'avez pas ouvert, la personne que vous aimez qui surveille votre visage avant de vous demander quelque chose de petit. Je veux que vous compreniez quelque chose qu'il m'a fallu la majeure partie de ma vie pour apprendre. Commencer tard n'est pas un désavantage. Commencer tard signifie que vous avez déjà survécu à ce qui était censé vous arrêter. Vous avez déjà payé les frais de scolarité, chaque année que vous avez passée dans la peur, chaque opportunité que vous avez laissée passer, chaque petite vie que vous avez construite à l'intérieur d'une grande peur. Ce n'est pas du temps gaspillé, c'est l'enseignement. La question est de savoir si vous le laissez être toute l'histoire. Les gens qui construisent de la richesse après 60 ans n'ont pas eu de chance, ils ne sont pas exceptionnels. Ce sont des personnes qui, à un moment donné, ont décidé d'arrêter de traiter la prudence comme une vertu et ont commencé à la traiter pour ce qu'elle est vraiment. Une habitude profondément humaine, profondément compréhensible, une habitude que vous pouvez changer. Les cicatrices ne vous disqualifient pas. Les cicatrices sont la qualification. Vous savez exactement ce que ressemble le fond. Vous savez ce à quoi ressemble le désespoir silencieux à 2 heures du matin. Vous savez le poids d'une fiche que vous portez depuis 20 ans. Cette connaissance, si vous la laissez faire, est l'outil financier le plus puissant que vous possédiez. Je ne suis pas là pour vous vendre quoi que ce soit. J'ai jeté la fiche. J'ai écrit 2 mots sur une feuille blanche. J'ai passé un coup de téléphone à un homme à qui j'avais déjà dit non 2 fois et je lui ai dit que j'étais prêt. Élise grandira et ira à l'université et elle ne saura pas vraiment ce qu'il a coûté d'y arriver. Elle saura juste que c'était pris en charge, que papy s'en était occupé, que ce n'était jamais une question. C'est le seul héritage qui compte pour moi maintenant. Pas le chiffre sur le compte, la preuve. La preuve, écrite en chiffres clairs, que la peur n'a pas à être le dernier mot qu'un homme prononce avec sa vie. Vous pouvez encore écrire une fin différente. La table est là. Asseyez-vous.